Ce nom Cassot, il vient d'un des lieutenants qui a servi dans l'ouvrage ici en 1940 et qui, revenant à la fin de la guerre au bourg de Rohrbach, va retrouver une demoiselle qu'il a attendue pendant 5 ans. Et comme on est plutôt romantique, on a pris son nom comme nom de baptême. Ce lieutenant va aussi continuer de faire carrière militaire et il va devenir général des pompiers de Paris dans les années 60. Donc c'est aussi pour rendre hommage à cette carrière. Alors on va visiter aujourd'hui un petit ouvrage de la ligne Maginot. Et cette ligne Maginot, c'était tout un ensemble de fortifications, de forts, de casemates, de blocos, de zones inondables, d'abris, d'observatoires, de casernes extérieures, construits, aménagés dans les années 30. Dans le pays de Bitche, 7 forts construits, dont le petit ouvrage de Rohrbach où nous sommes, ici. Et on a la vue plus détaillée de la fortification dans le pays de Bitche sur cette zone ici. Avec 4 gros ouvrages, 4 forts d'artillerie construits, 3 petits, 1, 2, 3, et une trentaine de casemates qui vont venir s'intercaler entre les ouvrages. Une casemate, pour faire simple, c'est comme un bloc de combat, mais sans galerie, sans connexion avec d'autres parties. Voilà, hein, avec 30-40 hommes à l'intérieur. Et donc le principe, chaque construction va tirer vers la voisine et ils vont se couvrir mutuellement. Et de place en place, on trouve des gros ouvrages comme le Simserhof qui, avec leurs pièces d'artillerie, couvraient les plus petites structures aménagées autour qui n'avaient pas justement de pièces d'artillerie. Et lorsqu'il est ouvert, apparaît le support sur lequel était installé le projecteur. Et comme je vous ai dit, on verra son fonctionnement, le projecteur, en bas dans une salle d'exposition. 1,5 tonne pour le caisson, 500 kg pour le poids de la porte. Donc je ne tiens pas la pose trop longtemps non plus. Le monte-charge fonctionne toujours avec son moteur original. Par contre, tout ce qui est commande, câblage, système électrique, tout ça c'est remis à neuf, évidemment. En règle générale, de bons repas sont servis dans les forts. Viande tous les jours, midi et soir. C'est pour le côté moral, compenser l'enfermement, la promiscuité. Quand on a le ventre bien rempli, en général, la tête ne fonctionne pas trop mal. Et à l'époque, pouvoir consommer de la viande tous les jours, c'est pas non plus courant. Une cuisinière Arthur Martin qui va fonctionner au charbon, mais qui peut aussi fonctionner au mazout. Alors la cuisine au mazout, je sais pas trop ce que ça donne, mais bon, en priorité, c'est des charbons. Le summum du modernisme, l'éplucheuse électrique. L'épluche, adapté dessus le hachoir à viande pour préparer saucisses, viande hachée. Alors ça, c'est l'appareil indispensable si vous voulez mettre des Alsaciens et des Lorrains sous terre. S'il n'y a pas de pommes de terre ni de saucisses, on descend pas. C'est mort. Voilà. Avec ça, c'est bon. Les hamacs sont démontables, les barres support, comme les premières, peuvent être stockées dans le cagibi, et du coup, l'espace de vie est plus important. Et au moment du couchage, les hamacs sont remis en place. Le système de support ici a été étudié pour monter dans le hamac supérieur. Ça a été étudié pour des hommes plutôt de petite taille. Non, pas en tractionnant. Non. Pour monter dans le hamac, il y a des barreaux, excusez-moi. Oui, d'accord. S'il y a des barreaux, ça a une utilité. On grimpe à l'échelle, on s'accroche aux barres supérieures, elles servent aussi. Qu'est-ce que j'ai dans les poches? C'est bon, c'est pas le téléphone. Non, c'est bon. On s'assoit et on glisse par le dessus dans le hamac. Alors ça peut paraître compliqué, mais pour les hommes plutôt de petite taille, c'est pas la peine d'essayer de grimper comme ça. Et on imagine les hamacs du bas occupés, on ne circule plus entre les hamacs. Venez, entrez. Alors, les techniciens ont droit, entre guillemets, à plus de confort, plus d'égards. Ils sont moins nombreux et ils ont des rythmes de travail plus soutenus. Et ils occupent souvent le fort en temps de paix pour en faire la maintenance. Donc, ils ont des couchages améliorés et c'est ceux qui savent entretenir, qui savent faire fonctionner.
c'est eux qui ont la connaissance. Donc on en prend soin. Ici, les radiateurs du chauffage central. Alors, on a les radiateurs dans toutes les pièces. Il n'y en a aucun de branché, de raccordé. Il n'y a pas de tuyau. Ils étaient en cours d'installation en 1938. Et en 1938, les travaux de finition de l'ouvrage vont s'arrêter. 1938, année politique à problème. Anschluss, Allemagne-Autriche. Annexion des Sudètes en Tchécoslovaquie, occupation de Prague, tout ça toujours à quelques mois d'intervalle. À chaque fois, la ligne Maginot mobilise, se met en état de guerre. L'ouvrage est en finition, les travaux s'arrêtent, et ça ne sera pas branché au moment de la déclaration de guerre. Je vous ai montré en extérieur le caisson blindé pour projecteur. À gauche, projecteur, enfin caisson original mais qui n'est pas complet. À droite, projecteur bricolé pour faire voir le fonctionnement. Dans les cloches d'observation, lorsque le caisson était ouvert, on allumait le projecteur. Et notre observateur avait ces deux commandes qui permettaient de diriger le projecteur en direction et en distance, tout en restant protégé à l'intérieur de la cloche. Le projecteur original éclairait à 200-300 mètres la limite du réseau barbelé. Et avec une autre casemate à 800 mètres, en fait, ils arrivaient quasiment à se couper. Des appareils de communication. Pour les fans de téléphone portable, c'est l'ancêtre du SMS. Le transmetteur d'ordre. Des appareils qui permettent d'envoyer des ordres, des messages, d'un poste de commandement vers l'appareil similaire qui était dans un bloc de combat. Parce que dans la même pièce, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on envoie le message, ça va déclencher une sonnerie. J'espère que ça ne va pas l'effrayer, une sonnette qui sonne un peu fort. Alors, on va envoyer l'ordre vers le bloc de combat avec la flèche rouge et la noire se déplace. Ça sonne, les lumières s'éteignent. On reçoit le message, on accuse réception, on tourne la flèche sur l'ordre, ça bouge, les flèches sont superposées, la lumière, les sonneries s'éteignent, ordre reçu exécuté. Voilà. Ça évite d'utiliser le téléphone, qui est le système principal, mais quand les canons, les pièces d'artillerie, les tourelles tirent, le téléphone on oublie. Là, c'est visuel et il n'y a pas d'erreur de compréhension. Ceux-ci, donc, ce sont des transmetteurs qui fonctionnent électriquement sur de grandes distances. Et les transmetteurs courte distance, un étage par exemple, ils sont mécaniques. Dans les tourelles, par exemple, pour communiquer d'un étage à l'autre, on utilisait ce type de transmetteur. Alors là, dans la galerie, c'est d'origine, rien n'a bougé. Le trait fait ici, il a été fait en 1938, il n'a pas bougé. Les plafonds, tout ça, ça n'a pas été repeint. Les blocs de combat, eux, sont construits tout en béton armé, avec des murs d'1 mètre à 2,75 m d'épaisseur et 2,50 m pour les dalles des plafonds. Des coffrages en bois étaient installés, des ferraillages mis en place et le béton du bloc était coulé en une fois. 2000 m3 de béton par bloc ici pour l'ouvrage de Rohrbach. Ces piquets de plus ou moins grande taille, ce sont les queues de cochon qui servaient à installer les réseaux barbelés. Au milieu des réseaux barbelés, tous les mètres, une pointe ardillon, une pointe acérée, on marche dessus, ça traverse le pied, on perd l'équilibre, on s'empale sur l'autre qui est 1 mètre devant. Moyenâgeux mais efficace. Les champs de mines et pièges explosifs, c'est uniquement placé en temps de guerre pour éviter les accidents avec les populations civiles et éviter que les mines se dégradent en passant trop de temps en terre. Et 6 rangées de rails, des millions de rails plantés verticalement pour empêcher le passage de chars, de véhicules. La plupart des rails ont disparu entre 1942 et 1944. Des prisonniers russes, soviétiques ont été ramenés dans le pays de Bitche, ils étaient mis aux travaux forcés, démontage des champs de rails et les métaux repartaient en Allemagne pour la production d'armement. On va trouver aussi dans la pièce des lance-grenades
qui sont orientés vers les fossés. Et ces appareils ont été étudiés de façon à ce que les hommes ne manipulent pas les grenades dégoupillées à la main dans les espaces confinés des postes de tir. Parce que si on jette une grenade en bas, ça veut dire qu'il y a un ennemi, et donc c'est le stress dans la pièce. Ça tire, ça bouscule, ça. Et donc, ils mettent la grenade entière à l'intérieur, comme ceci. Lorsque l'appareil est ouvert, il y a une rainure ici qui permet de glisser la tige, la cuillère. Sur le côté, une petite ouverture permet à l'anneau, la goupille, de ressortir et d'être dégoupillé, enlevé. La cuillère étant maintenue bloquée, la grenade ne s'amorce pas, elle ne risque pas d'exploser. On a tout son temps, on ferme le capot, on pousse, en tombant, la cuillère se décroche, la grenade s'amorce et elle explose en bas. Et du coup, pas de manipulation intérieure. Parce que si René lâche la grenade dégoupillée par terre, il va falloir sortir vite. Ici, la date de l'armistice, 25 juin 40, minuit 30. J'ai du mal à imaginer le sentiment de celui qui a écrit ça à ce moment-là. Un chef de pièce de tourelle qui s'installe ici, 2 servants à gauche, 2 servants à droite, et un dernier dans le coin près de la table qui réceptionne les munitions. Le chef de... Alors les hommes, ici c'est pour la rotation, le pointage, et à l'extérieur pour l'approvisionnement en munitions. Le chef de pièce reçoit les ordres, les messages par téléphone, ici. Des messages qui comportent une direction, avec la graduation ici tout autour. Hein. On ne dit pas direction Beach, Gizin, Bettevillers, hein, c'est chiffré, pour la précision évidemment. Hein. Et une description de la cible. Grâce au panorama, il sait vers où il va orienter sa tourelle. Hein. Par exemple, si on pointe à 150, attention, cloche d'observation dans le champ de tir. Pas le tout de découper les périscopes du voisin. Et grâce à son périscope, il va pouvoir identifier sa cible. Il ouvre le volet blindé et on voit ce qui se passe à l'extérieur. Pour orienter la tourelle, la faire tourner, il y a 2 modes de rotation. La rotation rapide activée par 2 hommes pour pousser la tourelle rapidement dans une direction. Et pour le chef de pièce, la petite poignée ici, la rotation lente pour s'arrêter précisément sur la graduation voulue. En lent, c'est la précision, hein, ou alors pour repérer les cibles, les suivre à l'œil. Et avec les grands, c'est la direction. Au-dessus de notre panorama, on va trouver ici une petite roue en métal qui se déplace sur cette partie que l'on appelle une came. Et cette came, elle est découpée en fonction du relief autour du bloc. Elle est plus ou moins épaisse. Lorsqu'elle est enclenchée, les armes au-dessus, lorsque la tourelle va bouger, les armes vont suivre automatiquement le relief autour du bloc. C'est un système qui a été étudié pour le tir de nuit, parce qu'à l'époque, ils n'ont pas d'appareil de vision nocturne. Et avec ce système, l'armement est calé au-dessus du sol et il suit automatiquement. À côté, les vis sans fin, les petites manivelles, qui vont permettre de faire monter les munitions vers le poste de tir. Ça arrive, et quand on débloque, ça redescend automatiquement par son poids. Là, la graisse n'est pas encore très chaude, elle est encore froide de l'hiver, parce qu'en été, ça descend extrêmement rapidement. Lorsqu'une alerte est donnée, avant que la tourelle sorte, 6 hommes montent là-haut. Il y a 2 armes mixtes, comme on l'a vu dans le musée. Il faut 3 hommes par arme, 2 assis sur les sièges, 4 derrière pour approvisionner en munitions. Les hommes montent le temps de l'alerte. La tourelle peut sortir 50 secondes, mais ils peuvent rester 2 heures là-haut. Hein. Ça dépend. Voilà. Alors cette tourelle, elle est très spéciale, parce que techniquement, elle n'a rien à faire dans un fort de la ligne Maginot. Elle a bien été installée ici, on n'a pas été la démonter. Mais c'est une tourelle modèle 1905 qui a été construite en 1913
et qui devait être installé dans les forts de la Première Guerre mondiale. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait parce que terminé en 13, la guerre commence en août 14, elles sont en stock. Elles vont rester en réserve et lorsque le manque de crédit se fait sentir, ils se rappellent, ils récupèrent 12 tourelles, ils modifient l'armement et les installent dans les forts. C'est pour ça que cette tourelle, tout fonctionne manuellement parce que c'est un ancien modèle. Les tourelles conçues pour la ligne Maginot fonctionnent électriquement et en cas de problème à part. Et c'est pour ça que cette tourelle consomme 18 personnes, 6 hommes par étage. La tourelle du bloc 3, la tourelle mitrailleuse modèle 35, 6 hommes pour la faire fonctionner en mode électrique. Ça suffit. On a réorganisé tout ça en petites pièces d'accueil pour la fin de visite. Vous trouverez quelques photos sur la vie à l'intérieur des forts, des petits documents sur d'autres sites visitables, notre petit livre d'or si vous voulez nous laisser un petit mot, des petites documentations éditées par l'association, et puis si vous souhaitez prendre un petit quelque chose à voir, je peux me transformer en marin. Ça sonne à l'intérieur ou parce que c'est les vacances de Pâques. Oui, le guide a un peu d'humour, hein. On verra, mais vous en faites pas. Hein. Le téléphone de forteresse, c'est le TM32. C'est pas l'iPhone 7. Hein. C'est communicatif. Hein. Un filtre avec les parties charbon et filtre en papier. C'est pour le café. C'est l'intérieur. Ouais, et